elle devenait ma partenaire principale. Ma première action le matin n'était plus de consulter mes notes, mais de lancer le programme et de lui demander « Que avons-nous trouvé aujourd'hui ?» Sa vitesse et sa capacité à générer des réponses cohérentes étaient si séduisantes. Pourquoi passerais-je 3 heures aux archives à déchiffrer une écriture illisible quand l'IA pouvait me proposer une transcription plausible en 30 secondes? Pourquoi tenterais-je de connecter des points moi-même quand l'algorithme pouvait le faire de manière si élégante? Une petite voix dans ma tête me disait parfois de vérifier, de contre-vérifier. Mais c'était si facile de l'ignorer. La gratification était instantanée. Chaque réponse de l'IA était une petite victoire qui me confortait dans mon choix. La descente s'est faite en douceur, comme s'endormir. Je ne me suis pas dit un matin, tiens, aujourd'hui, je vais arrêter de penser par moi-même. Non. C'était une succession de petits renoncements. Un détail que je n'ai pas vérifié. Une source que j'ai jugée trop compliquée à consulter. Une hypothèse de l'IA que j'ai acceptée comme un fait parce qu'elle était si bien formulée, si logique. Lentement, mais sûrement, je déléguais la partie la plus importante du travail d'un historien, le doute, l'esprit critique. Je suis passé de pilote à passager de ma propre recherche. Et le pire, c'est que j'adorais ça. C'était confortable, excitant et terriblement efficace. En apparence. Chapitre 3, l'écho parfait. C'est là que le piège a commencé à se refermer. J'avais une théorie de départ, et si le manoir des brumes avait été le théâtre d'une histoire d'amour tragique, d'un conflit familial? C'était romantique, un peu cliché, mais ça me plaisait. J'ai commencé à nourrir l'IA avec des informations qui allaient dans ce sens. Des poèmes de l'époque, des récits de drames familiaux dans la région. Et l'IA, conçue pour trouver des schémas et plaire à son utilisateur, a commencé à me servir exactement ce que je voulais entendre. Elle est devenue une chambre d'écho parfaite pour mes propres biais. Elle a découvert des correspondances cachées dans le style d'écriture de 2 personnes. Elle a généré des portraits des habitants du manoir qui ressemblaient étrangement aux héros d'un drame romantique. L'histoire devenait de plus en plus belle, de plus en plus cohérente. Trop parfaite, en fait. Elle a créé un récit captivant sur une jeune héritière, Éléonore, et un artiste sans le sou, Julien. Un amour interdit, une fortune détournée, une fin tragique entre les murs du manoir. C'était digne d'un roman. Et j'y croyais dur comme fer.